au-delà de l'encolure. Les croisés de Guiran se souviendraient toute leur vie des horreurs de l'hospitalité du Choran. Bien que le seul petit détachement de l'état-major de la maréchale Thoriane se soit aventuré dans le château d'aimant du Mortark, bien plus de soldats avaient subi d'ignobles expériences lors de la retraite désespérée de ces terres. La fuite depuis les montagnes de l'encolure ne resterait pas dans les annales de la croisade de la comète comme son plus glorieux chapitre. Néanmoins, elle fut exécutée avec une efficacité remarquable, étant donné le traumatisme et les souffrances subies par les soldats comme par les officiers. Bien entendu, les troupes qui battirent en retraite ne savaient pas qu'Ushoran était plus que ravi que les Sigmarites échappent à ses griffes. Bien que sa santé mentale soit fluctuante, le Mortark était une créature plus rusée que l'on ne pourrait croire en voyant l'une de ses crises. Il savait que sa malédiction sanguine courait déjà dans les veines de l'armée humaine et ses si nombreux soldats feraient des vassaux de choix s'il buvait à son propre calice. Ainsi, il empêcha l'essentiel de ses forces de poursuivre les croisés. Ignorant cela, la maréchale Thoriane et ses soldats traversèrent tant bien que mal les plaines de cette péninsule septentrionale de Verdia, une étendue de steppes balayées par la pluie et de collines hostiles et froides, jusqu'à la inexplorée par les grands conclaves des cités franches de Guiran. L'infortuné croisé de l'Épieur était la seule place forte ayant jamais été établie dans ces régions. Et même avant de succomber à la malédiction du sang réal, elle était modeste de taille et de population. Verdegris était destinée à devenir une colonie bien plus importante. Mais même après avoir résisté à la trahison d'Evander Neswaite et à la grande bataille du barrage du Voril, sa survie était loin d'être garantie. Les régions au nord et à l'est de l'encolure sauvage et peuplées de tribus du chaos et de bandes de peaux vertes ravageuses n'étaient pas la terre promise que de nombreux soldats de la croisade de la comète avaient imaginée dans leurs rêves. À cause d'une pluie constante et glaciale, ils pataugeaient dans l'eau jusqu'aux chevilles, ce qui provoquait des nécroses du pied et d'autres maladies douloureuses. Des crapauds gueules-surins et des sombrerants se tapissaient dans les rivières et les torrents, prêts à attirer les âmes imprudentes dans les eaux pour les dévorer. Sans la croisée de l'épreur, détruite par la crue du barrage brisé pour s'approvisionner, Verdegris était terriblement isolé. Mais plus inquiétant encore, des rapports commencèrent à arriver des détachements du corps d'éclaireurs envoyés explorer les étendues occidentales. Ils faisaient état de terres dépouillées de toute vie, et de nombreux troupeaux de bêtes fuyant de terreur face à quelques cataclysmes baignant l'horizon lointain de flammes vives. Les rares expéditions envoyées pour enquêter sur cette menace ne revinrent jamais, et à chaque jour qui passait, la fournaise semblait s'approcher. Le fleuve éveillé. Tandis que la bataille du barrage du Voril faisait rage, la sénéchale Oranat et ses lames hydriliennes profitèrent de la diversion. Tandis que les agiles guerriers elfes massacraient des mange-chairs rôdant près de la source souillée du fleuve, les élémentalistes hydriliens accomplirent des rituels d'éveil pour agiter l'esprit endormi du Voril. Des centaines de ghouls furent engloutis par la crue qui s'ensuivit. Cruel voisin. Au nord de Verdegris, les plaines se muent en une étendue de marais et de tourbières malodorantes. Les soldats de la maréchale Thoriane, appelèrent bientôt cette région le marais au meurtre,
car le nombre de leurs camarades qui y perdirent la vie en tentant de la débarrasser des tribus adoratrices de Nurgle et des Cruel Boys sadiques. Les Uruk étaient ravis de découvrir une nouvelle colonie humaine près de chez eux pour alimenter leur jeu barbare. L'escadron de Crève-Ghoul. Cette compagnie ad hoc des cavaliers des Guildes-Franches fut nommée lors de la retraite des montagnes de l'Encolure et était constituée de cavaliers dont les unités avaient été massacrées par les sbires du Shoran. Leur héroïsme infatigable et le zèle avec lequel ils abattirent les bandes de manchères au cours de la retraite s'avérèrent fort précieux. Et lors de la fondation de Vert-de-Gris, la maréchale Torian reconnut officiellement l'escadron. Royaume tourmenté. Tandis que la croisade de la comète luttait pour sa survie, les royaumes continuaient de trembler sous l'assaut d'un millier de guerres cruelles. Dans les ombres, des silhouettes complotaient pour déchaîner des horreurs plus terribles encore, tissant des intrigues pour garantir leur ascension au pouvoir. L'ombre de la désolation. Le grand conclave de Hammerhall apprend qu'un mal terrifiant se dresse dans l'ouest de l'éternel renouveau. Nombre de places fortes mineures et d'os de l'Exode ne donnent plus de nouvelles, et des rapports fragmentaires parlent d'armées sigmarites massacrées par une force destructrice. Les symboles de la rune apparaissent dans les cieux en Verdia, suivis de présages grotesques comme des torrents de sang brûlant, des cris assourdissants dans le vent et du bétail né avec d'horribles mutations. Il est clair que quelque terrible puissance est à l'œuvre, écrasant tout sur sa route vers la côte de Verdia. Les rumeurs parlent d'une impératrice au sang de démons surgie des profondeurs du royaume infernal, souhaitant tuer tous les êtres vivants du renouveau. Certains récits avancent que c'est une méga-gargante, d'autres qu'elle dirige une armée de chevaliers de la ruine volant, fondant depuis les cieux pour piller. Les forces de reconnaissance envoyées par la cité de merveille d'eau grise pour enquêter sur ces rumeurs ne reviennent jamais. Le conclave de Hammerhall envoie des lettres à la maréchale Torian et à ses croisés pour la prévenir du mal qui s'approche d'eux. Mais les dirigeants nerveux de la cité de la comète ne savent pas que la jeune colonie de Vert-de-Gris lutte déjà pour sa survie contre une menace différente. Lyre de Amadress. Fort Gardus, l'un des principaux lieux de pouvoir sigmarite au nord de Hammerhall-Gira, a été dévasté. Les Uruk et les méga-gargants en maraude se déchaînent et le roi Brod, victorieux, rumine parmi les ruines de sa conquête pour fomenter des actes de destruction plus fous encore. Mais en ce moment de triomphe, le prophète de Behemat découvre que ces vandales et lui sont devenus des proies. Plusieurs de ces robustes titans fracasseurs de cités sont massacrés, étranglés par d'épaisses lianes épineuses ou bouffies et couverts de cicatrices violettes, comme s'ils avaient été poignardés par un millier de petits couteaux. Drika Amadress, reine des parias, ne pardonne ni n'oublie jamais. Elle a été attirée jusqu'à la forêt de Sombre-Écorce par le chant amer de ses habitants sylvanesses, dont les précieux vergers de graines-âmes ont été écrasés par la piétine du roi Brod quand elle se dirigeait vers Fort Gardus. Amadress concentre désormais son esprit ancien et malveillant sur la destruction absolue de tout gargan ayant osé rester dans la forêt, et ces parias vengeurs se délectent de chasser les méga-gargans isolés et souvent ivres pour leur infliger un châtiment indescriptible. Déterminés à ce
Que cette victoire sur les chevaliers sanctifiés ne soit pas ternie d'une quelconque manière, le roi Brod furieux ordonne à ses gargants de déraciner les arbres dans l'esprit d'attirer ses ennemis cachés au combat. Sombre écorce est noyée dans le sang lorsque ce conflit dégénère. Le chant du fleuve. Les lames hydriliennes sont un culte de guerriers d'elfes luminettes qui vénèrent les Alémentors, des puissants fleuves des royaumes. Ces esprits sages sentent l'arrivée d'un grand péril qui s'abat bientôt sur les royaumes mortels. Bien trop de cours d'eau des royaumes ont souffert dans les griffes du chaos. Leurs eaux sont âcres et polluées par une sorcellerie surnaturelle et leurs esprits fiers ont été soit annihilés, soit corrompus au-delà de tout salut. En Ish, seulement les Aélémentors des rivières sont pour l'essentiel saints, car les rituels purificateurs menés par les suzerains luminettes sur leurs terres meurtries ont soigné bien des maux. Mais c'est insuffisant. Les lames hydriliennes reçoivent une tâche impérative de leurs Aélémentors tutélaires. Ils doivent accomplir un pèlerinage jusqu'aux cours d'eau malades des royaumes pour soigner leur esprit et leur rendre leur superbe d'antan à l'aide de rituels magiques. Tout comme leurs congénères cherchent à purifier les lignes telluriques antiques qui tissent le cosmos, les hydriliens espèrent décontaminer ce qu'ils voient comme les veines cruciales des sphères de royaume et permettent aux eaux purifiées des rivières d'assainir les terres souillées par les dieux sombres. Les compagnies hydriliennes sont bientôt repérées dans tous les royaumes. Des cours d'eau remplis de racines du bois noueux, aux eaux troubles d'Ulgu en passant par les ruisseaux mouchetés de métal de la croix spirale de Chamon, ils aspirent à soigner les esprits fluviaux à leur source. Ce faisant, les lames hydriliennes déclenchent souvent des crues catastrophiques lorsque les cours d'eau reprennent rageusement vie en sortant de leur lit et engloutissant tout sur leur trajet vers les océans. Les ignobles habitants des étendues hantées par le chaos ne sont pas les seuls à être emportés par ces inondations soudaines, et plus d'une colonie sigmarite est balayée. Pour les hydriliens, ces pertes collatérales sont négligeables au regard de la vie rendue au royaume par les esprits des rivières soignées. Le pontife de la peste, Wulfsith, saisit le haut couineur des mains d'un sbire à capuche et appuya sa grille rouillée contre son museau. Redressant sa silhouette bouffie et pestilentielle, il s'adressa aux autres membres du Conseil des 13, rassemblés dans la chambre caverneuse sur leur propre promontoire. Les clans pestiliens poursuivent l'application du grandiose plan très ingénieux, oui, dit-il dans un grognement étouffé par ses glaires. En Akshi, Giran et dans les îles chères de Gour, le sol palpite et se cloque. Les veines de magie deviennent vertes à cause de la malpierre. Tout se passe comme le désire le corps nu. « Vraiment ?» protesta une voix rauque et étrangement déformée, comme si elle ne venait pas d'une seule créature mais de plusieurs. Tous les seigneurs Skaven dans la pièce se ratatinèrent comme Screech, le seigneur de Verminark, sortait des ombres près de l'estrade de Wulfsith. « Et la côte des griffes » dit le monstrueux rat roi. « Elle a été réparée, comme le rat cornu l'a exigé ?» Et le pontife de la peste lécha ses babines croûteuses, ses moustaches tremblant en sentant la puanteur de son propre musc de peur. « Pas encore, seigneur, couina-t-il, mais nous avons déchaîné les vents de la peste et piqué, planté plein de choses au rage. Bien, Les queues jumelles du seigneur Verminark frappèrent l'une après l'autre, ouvrant de profondes entailles dans le ventre gonflé du pontife de la peste.
Vulchit émit un immonde gazouillis en tentant désespérément de retenir ses entrailles. Il échoua. La terreur qui flottait dans le maître terrier était épaisse, comme du malfioul. Vulchit s'écroula, mort, tomba comme un sac d'œufs percé. Screech, le seigneur Vermiarch, fixa tour à tour les autres membres du conseil. « Pas d'échec !» siffla le rat roi. « Pas d'excuses. Les royaumes doivent être prêts pour le triomphe du cornu. »